Donc merci de me permettre de présenter cette recherche doctorale. Donc pour me présenter, je suis psychologue clinicienne plein temps dans le service de chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique de l'hôpital Necker. Et en plus, parce que je m'ennuyais un peu, je suis dans deuxième année de doctorat. Et donc je vais vous présenter cette recherche doctorale. Alors malheureusement, je vais vous laisser un tout petit peu sur votre fin parce que je n'ai pas les résultats définitifs et j'ai beaucoup de données comme je vais vous présenter. Mais voilà, je vais quand même pouvoir vous parler un petit peu de plein de choses. Alors, ma recherche, c'est une recherche longitudinale sur une cohorte de patients qui sont maintenant préadolescents et où je me suis focalisée sur cette notion d'image de soi. Alors, pourquoi l'image de soi ? Parce que ça a un sens, c'est comme je disais tout à l'heure, je parle des patients, mes consultations, on parle que de ça, de l'image de soi, du regard de l'autre et comment on fait avec ce regard de l'autre. Et donc, c'est pour ça que ce sujet est venu un petit peu tout seul. Alors l'image de soi, finalement, c'est quand même un concept au carrefour de plein de disciplines, au carrefour de plein de champs théoriques, et où finalement, quand on cherche une définition, il n'y en a pas. Alors dans la littérature internationale, on retrouve plein de termes où on a l'impression que quelquefois c'est des synonymes, quelquefois ils sont utilisés l'un à la place de l'autre, donc self-perception, perception de soi, self-concept, concept de soi, self-esteem, body image, satisfaction vis-à-vis de l'apparence, tous ces concepts avec très peu de substrat théorique à la base. Avec beaucoup d'utilisation de questionnaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de quantitatifs, mais je trouve qu'il manque un peu de théorie et que quelquefois des questionnaires sont utilisés, par exemple le self-perception questionnaire qui est beaucoup utilisé dans toutes les pathologies crânio-faciales, mais finalement quand on se dit mais qu'est-ce qu'on entend par concept de soi, finalement on a utilisé un questionnaire donc, qui s'appelle self-perception, donc on estime qu'on va évaluer la self-perception. Voilà, moi ça me pose un petit peu question, donc j'ai voulu me pencher un petit peu sur tous ces concepts. Alors justement, quelle base théorique on peut prendre pour alimenter un petit peu ce concept image de soi qui nous semble pourtant pertinent parce qu'il est au carrefour de plein de choses. Alors, d'une part, on a cette idée que l'image de soi, elle se construit en intériorisant les réactions des autres vis-à-vis de soi. Et cette intériorisation, elle comprend le regard parental, le parcours parental, l'acceptation parentale, l'acceptation des enseignants et les relations avec les pairs, le regard des pairs, et avec une autre notion qui paraît centrale de la contribution du regard de l'autre, avec quelque chose qui me semble essentiel à rappeler, c'est que la mère ou le caregiver va être le premier miroir affectif et représentatif de lui-même pour le bébé, c'est-à-dire que finalement le premier miroir, ça va être le regard de sa maman qui lui renvoie une image de lui-même et que c'est là-dessus qu'il va se construire. Ensuite, dans cette image de soi, il faut se dire qu'il y a des représentations conscientes et des représentations aussi inconscientes, et il va falloir le prendre en compte dans nos outils de recherche. Et qu'il y a d'autres articles un peu plus récents et français sur le lien entre l'image de soi et l'idéal du moi, qui serait une exigence que chacun se fait, qu'on se construit sur ce qu'on devrait être. Voilà. Et tout ça étant bien sûr constitué avec des identifications aux parents, aux substituts et à des idéaux collectifs. Et là, on revient sur les exigences d'une société. On est dans une société de l'image, où il y a aussi des idéaux à ce niveau-là. Et si finalement cet écart entre le moi idéal et une réalité, un corps tel qu'il est, avec la malformation qui pourrait faire souffrance. Alors la recherche, qu'est-ce qui peut alimenter un petit peu notre idée de comment se construit cette image de soi ? On sait que, notamment dans les fentes labiopalatines, l'attachement est préservé. On sait par contre, des équipes anglaises ont pas mal travaillé avec de l'eye tracking et on voit qu'il y a un évitement quand même plus important des regards mère-bébé sur la zone de la bouche, avec ce qu'on peut imaginer, puisqu'on parlait tout à l'heure du premier miroir, qui est le regard de la mère.
La dépression postpartum qui est quand même plus élevée à 4 mois et à 12 mois et chez les 2 parents. Donc ça, c'était l'étude dont je vais vous parler tout à l'heure de 2010. Que les expériences de moquerie, donc les relations avec les pairs, sont marquantes et qu'elles ont un impact sur le long terme. Ça, c'est plus les équipes norvégiennes qui ont beaucoup fait de recherches là-dessus. Que les relations amoureuses sont généralement plus tardives et que la capacité à avoir un meilleur ami, c'est finalement une question que je pose maintenant un peu dans mes entretiens. Est-ce que tu as un meilleur copain ou tu as plutôt une bande de copains? Enfin, voilà, la capacité à avoir un meilleur ami, finalement, c'est protecteur et ça facilite la socialisation. Alors, dans les constats actuels qu'on a dans les recherches publiées sur le plan international, comme je le disais tout à l'heure, on a pas mal de données quantitatives, et ça, c'est assez pas mal débroussaillé, mais on a très peu de recherches longitudinales, avec justement, il manque cette vision, je trouve, développementale. Et beaucoup de recherches qui utilisent que des questionnaires avec plusieurs biais, comme je le disais, à la fois est-ce que c'est vraiment, on a vraiment des données qui sont objectives, et puis les lacunes théoriques qui sous-tendent. Alors, maintenant, je vous présente ma recherche elle-même. Donc, c'est l'évolution d'une cohorte sur 12 années, avec une première recherche à laquelle j'ai participé en 2010 lors d'un PHRC multicentrique français, où j'ai, avec l'hôpital de Strasbourg et le docteur Grolmund qui avait mis en place ce PHRC très utile, qui m'a permis de rentrer dans la recherche et de voir 75 familles et 75 nourrissons à 4 mois et 12 mois et leurs parents. Puis ensuite, comme c'est des patients que finalement je suis de 0 à 20 ans, je les revoyais et je me suis dit mais pourquoi pas les revoir et voir un peu ce qu'ils sont devenus entre 5 et 7 ans. Et donc sur les 75, j'en ai revu 54 en 2017. Et puis cette recherche doctorale qui est toujours cette idée-là, maintenant je les vois toujours, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ils sont à l'entrée au collège, ce serait peut-être intéressant de voir ce qu'ils deviennent et ce qu'on peut améliorer nous aussi dans notre prise en charge. Et donc là, l'idée c'est d'en revoir une trentaine, parce que je vais vous expliquer ma méthodologie qui est assez dense, et ils ont maintenant entre 12 et 14 ans. Alors, en 2010, donc, les 75 nourrissons que j'avais vus, on s'était beaucoup focalisé sur le retrait relationnel, la dépression parentale, le stress parental. Donc, les résultats ont été publiés. Le retrait relationnel, finalement, des bébés, les bébés n'étaient pas trop en souffrance. Le retrait relationnel n'était pas significatif par rapport à une population de PMI française. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait très peu de vocalisation, beaucoup moins de vocalisation que chez des bébés qui n'avaient pas de fente, et une dépression parentale, donc à 4 mois et 12 mois, assez élevée, en tout cas beaucoup plus élevée que dans la population générale. Ensuite, en 2017, donc là aussi des résultats qui ont été publiés, où là je me suis plus attachée à l'étude de la narrativité, c'est-à-dire comment tu viens de rentrer en CP, comment tu fais quand on te pose une question sur ta cicatrice, comment tu expliques, voilà. Et j'avais étudié aussi l'image de soi et le sentiment d'acceptation parentale. Et là aussi, on s'est aperçu que finalement, il n'y avait que 30% des enfants qui étaient capables d'expliquer leur cicatrice aux autres, donc très démunis. Finalement par rapport aux questions qu'on leur posait sur leur cicatrice. Et on s'est aperçu que la narrativité de l'enfant, c'est-à-dire la capacité de l'enfant à raconter son histoire en une petite phrase, c'était très relié à la capacité du parent à avoir pu raconter quelque chose de cette histoire à son enfant et à l'image de soi, et que tout ça était très relié. Voilà, donc cette recherche qui a débuté l'année dernière, l'idée c'est d'étudier l'image de soi, le vécu du regard de l'autre, et en lien aussi avec le parcours de soins et les vécus ancrés dans le corps qu'ils ont pu vivre du fait des chirurgies, du fait des hospitalisations, des soins, des consultations, etc. Et de voir s'il y a des liens aussi qui peuvent alourdir un peu l'image de soi, et comparer bien sûr les résultats au jour d'aujourd'hui à 12-14 ans avec les données qu'on a des recherches antérieures. Alors, ma méthodologie, elle s'appuie sur les bases théoriques que j'ai évoquées, les recherches précédentes. L'idée, c'est de prendre en compte le parcours parental, donc en mettant en lien aussi avec la dépression maternelle-paternelle,
les expériences vécues dans la relation avec les pairs, et là on va le questionner notamment sur le plan qualitatif dans un entretien semi-directif, le regard que l'adolescent a construit de lui-même, son interaction avec la société dans laquelle il vit, et c'est vrai que cette notion de l'image de soi avec les réseaux sociaux, on se prend beaucoup aux photos, on publie ses photos, comment vivent ces jeunes qui ont une malformation visible avec ça, et puis une recherche qui va questionner le présent à la lumière du passé. L'idée c'est aussi de pouvoir être dans la prévention, c'est-à-dire d'avoir cette idée de est-ce qu'on peut repérer des choses qui puissent nous servir pour prévenir des difficultés concernant l'image de soi. Alors, j'utilise une méthodologie mixte, à la fois quantitative et qualitative. Donc, lors d'une rencontre unique avec ces préadolescents, on va associer un entretien semi-directif, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, leur donner la parole pour qu'ils puissent s'exprimer sur où ils en sont, quelles sont les difficultés, comment ils se voient eux-mêmes, est-ce qu'ils s'aiment bien quand ils se regardent dans le miroir ou pas, etc. Un dessin de soi, voilà, on parlait de l'art tout à l'heure, je l'ai fait se dessiner. Alors souvent, il y a une petite réticence quand même parce qu'ils ont 12-14 ans, voilà. Mais je leur dis que le dessin, voilà, c'est entre lui et moi et que c'est pas un concours de dessin. Ensuite, un test projectif, donc avec cette idée d'avoir aussi des éléments un peu inconscients. Par rapport à la manière dont ils se voient dans leur relation avec les pairs. Et puis 3 questionnaires qui sont traduits en français, validés en langue française et très utilisés dans toutes les pathologies crânio-faciales, que sont le Self-Perception Profile, le Strengths and Difficulties questionnaire qui questionne notamment les moqueries et le harcèlement, et puis le Leibovitz Social Anxiety Scale qui est là plus l'anxiété sociale dans des situations sociales. Et puis il y a un questionnaire pour les parents qui sont dans la salle d'attente avec le Strengths and Difficulties questionnaire version parents, avoir un peu eux, les parents, leur vision des choses, et un questionnaire ad hoc où je questionne un peu leurs souvenirs eux-mêmes des difficultés qu'ont rencontrées leurs enfants dans le parcours de soins, mais aussi leur vision de l'image de soi de leur propre enfant. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir comparer les deux. Alors, les premières constatations, donc comme je vous disais, je vais vous laisser un peu sur votre faim parce que j'ai pas, comme vous voyez, il y a beaucoup de données, donc je vais vous laisser un peu sur votre faim parce que j'ai pas les résultats définitifs, mais déjà, il y a des choses, parce que là, j'ai vu à peu près 18 patients sur la trentaine. Déjà, la première chose que je me suis dit, c'est je me suis dit, heureusement que j'ai fait une méthodologie mixte avec cette population à cet âge-là, parce qu'ils sont quand même très, très inhibés. Voilà, 12-13 ans, c'est pas l'âge où on se raconte beaucoup. J'ai beaucoup de questions, ils me répondent et il faut que je relance, donc les questionnaires, ça donne des éléments conscients de la manière dont ils se décrivent. Le test projectif, on a des éléments inconscients qui sont très intéressants parce que j'ai des questionnaires et des entretiens où en gros tout va bien, passer votre chemin. Et puis sur le test projectif où je leur demande de raconter une histoire sur une scène de la vie sociale où là c'est la catastrophe, l'enfant est moqué, il est isolé, tout le monde se moque de lui, etc. Donc il y a quand même ce spectre de la moquerie qui va être intéressant après à regarder de plus près. L'entretien semi-directif, donc ça c'est donner la parole aux patients, avoir des verbatims, des choses qui... et puis leur demander si on a bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, retourner ensuite vers le patient quand je vais avoir analysé de manière qualitative les entretiens et leur demander si j'ai bien compris ce qu'ils veulent me dire. Et les questionnaires parentaux parce que ça donne des infos complémentaires, parce que j'ai des parents, des enfants par exemple qui ont oublié de me dire quand même qu'ils avaient un suivi psy, ou des enfants, parce que moi j'ai ma mémoire, ces enfants je les connais depuis qu'ils sont bébés, donc quand je leur dis est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans ton parcours de soins, non. Alors que moi, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été très difficiles. Donc, ce questionnaire parental, ça permet d'alimenter un petit peu aussi des données sur des choses dans leur parcours de soins qui ont été compliquées. Et puis, une chose qui est évidente, finalement, dans tous les entretiens semi-directifs, c'est malgré le fait que cette cohorte a été très suivie, puisque je les ai vus, c'est la 3e fois que je les vois pour de la recherche, et puis je les ai vus pour certains entre-temps avec ma casquette de clinicienne, et bien finalement, il y a un grand nombre d'adolescents, de préadolescents, ils ont entre 12 et 14 ans, qui sont incapables de m'expliquer
qu'est-ce que c'est leur fente. Voilà. Alors qu'ils ont eu de l'éducation thérapeutique, ils ont eu des entretiens avec moi, et ça fait réfléchir quand même. C'est-à-dire qu'on se dit, l'éducation thérapeutique, c'est bien pour l'enfant, et il faut le faire, il faut développer des outils, mais si on ne travaille pas la souffrance parentale, le trauma parental, l'incapacité pour les parents à transmettre quoi que ce soit de cette histoire à leur enfant, finalement, ça ne s'imprime pas. Voilà, on a beau travailler, l'enfant, il n'avance pas. Alors, quel impact concret pour les patients dans ces recherches en sciences humaines ? Il y a une première chose, et il y a un article de Rajon de 2016 qui met beaucoup en valeur ça, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt de la recherche en sciences humaines pour le patient, et ça leur donne un rôle actif. J'ai eu très peu de refus, et pourtant c'est des préados, voilà. Des parents qui m'ont dit quand on a reçu votre email, ça nous a permis de refaire circuler la parole au sein de la famille. Voilà, on a reparlé de l'histoire, des 2 précédentes recherches auxquelles on a participé. Voilà, il y a quelque chose qui a recirculé au niveau de la parole. Ça leur permet d'exprimer leur vécu, les émotions qui y sont reliées, et aussi de taire certaines émotions. C'est eux qui choisissent. Et puis, c'est bénéficier d'un soutien sans avoir besoin de le demander. Et ça, je trouve que c'est aussi utile dans la recherche en psychologie. Mieux connaître bien sûr les besoins des adolescents à l'entrée au collège, parce que quand même dans ces préadolescents qui ont des différences visibles, l'entrée au collège et le collège, c'est quand même la partie de la scolarité qui est quand même pas simple. Alors pour tous les préados, mais on va dire encore plus peut-être quand on a une différence visible. Et puis l'idée ensuite, c'est de pouvoir mettre en place des choses, et je les questionne d'ailleurs dans les questionnaires à la fin de l'entretien. Je leur demande, et si on voulait aider des préados comme toi, à quoi tu penserais ? Est-ce que si on mettait en place des petits groupes de parole ? Alors il y en a qui me disent « Oh non, ce serait gênant ». Bon, alors je dis « Ouais, mais si on invitait un grand, par exemple, qui a 17 ans ». « Ah ouais, ouais ». Voilà, donc ça me donne des idées pour après réfléchir à des ressources à la fois éducatives et thérapeutiques, pourquoi pas en ligne aussi, voilà, et puis mettre en place des mesures de prévention pour protéger l'image de soi tout au long du parcours du patient, et avec cette idée de la recherche dans le présent, mais à la lumière du passé, et de pouvoir, c'est l'intérêt d'être à plein temps dans un service et de pouvoir faire de la recherche et mettre ensuite des mesures de prévention en place. Voilà, merci pour votre attention. Super, bravo Pascal. Moi j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que ces enfants ont tous le même type de fente ? Autrement dit, ce sont des labio-maxillo-palatines unilatérales non syndromiques, ou est-ce qu'il y a du mélange ? Alors, le critère, ça a été la différence visible. Donc, ils ont au minimum une fente labiale, et ensuite, c'est fente labio-palatine, fente labio-alvéolaire. J'ai très peu de fentes, là, à 12 ans, j'ai très peu de fentes labiales uniquement, parce que ceux-là, ils sont sortis des circuits. Oui, voilà. Parce que tu vas avoir quand même plus de trauma en fonction de... Mais bon, à suivre. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as déjà regardé si les mères déprimées du début ont des ados qui vont plus mal, ou est-ce que c'est trop tôt sur 17 pour pouvoir le dire ? Alors, c'est un peu trop tôt, parce que justement, je suis en train de revenir sur ces questionnaires-là, donc j'aurais peur de dire des bêtises encore. Le temps. Salut, bonjour, merci beaucoup Pascal. Nous, on est un peu pareil, dans le sens que beaucoup de malades crânio-faciales, elles peuvent se rassembler un peu. Moi, j'ai 2 questions, on a déjà un peu discuté, on va continuer à discuter avec vous. La première, c'est quand il y a un impact cognitif, le discours, ça change, ça peut changer, mais il faut quand même le prendre en charge, donc tout ça devient un peu plus compliqué. Et deuxième chose, moi, je commence à poser un peu plus de questions aux adolescents. Je ne suis pas sûre que quand vraiment il ne semble pas souffrir ou pas connaître la maladie, c'est forcément un signe qu'il dénie quelque chose, mais probablement ça passe mieux de ce qu'on pense. Donc, je voulais aussi votre commentaire. Et troisième chose, depuis qu'on a un psychologue clinicien qui travaille avec nous, on s'est rendu compte que, comme le disait Mme Abadi, l'énorme facteur qui influence énormément l'image de soi, c'est les parents et le vécu des parents, plus que le vécu des enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie parce qu'on a finalement aussi un psychologue clinicien qui permet d'apprécier aussi cet aspect ici.
Oui, alors le biais cognitif, en effet, même si dans la recherche qu'on a effectuée quand ils avaient 5-7 ans sur la narrativité, j'avais fait une échelle d'intelligence verbale pour pas qu'il y ait un biais d'intelligence verbale. Et en fait, il n'y avait aucun lien. Voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une intelligence verbale très basse et être capable d'expliquer, et au contraire être très performant sur le plan verbal et être complètement muet et silencieux par rapport à sa malformation. Ça, c'est la première chose. Et le premier... Oui, oui. Alors... en fait, souvent, je leur dis, en fait, c'est vrai qu'on force un peu, on se dit, bah, ça serait bien quand même que tu connaisses. C'est vrai, on se dit, mais pourquoi on force ? En fait, souvent, je me pose cette question. Hein, je me dis, mais est-ce que c'est bien finalement de les amener forcément à savoir, alors qu'eux ne veulent pas savoir ? Voilà. En fait, le seul problème, c'est dans les relations sociales. C'est-à-dire que quand même, les enfants, et c'est les plus grands qui le disent, quand on vous pose une question sur vous-même et que vous n'avez pas l'histoire, c'est hyper violent quand même. Et il y a des enfants qui, dans les entretiens là, à 12-13 ans, me disent qu'ils ont compris leur malformation grâce aux questions des autres. Parce qu'ils n'en avaient aucune notion, vous imaginez le truc. Et il y a un enfant qui me raconte le tâtonnement. C'est-à-dire qu'on lui a dit, mais pourquoi tu as un truc sur la lèvre ? Et au départ, pourtant il a une cicatrice, hein, mais il pensait qu'on lui parlait de sa lèvre inférieure. Et, alors qu'il n'a rien sur la lèvre inférieure. Et il est allé voir son grand frère, pas les parents, pour dire, mais pourquoi on me pose cette question-là ? Et son grand frère lui a dit, bah, t'as qu'à dire que tu es né comme ça. Alors il est retourné à l'école en disant, bah, je suis né comme ça. Mais ça n'a pas trop marché non plus, parce que les autres disaient, bah, non, tu n'es pas né comme ça. Enfin voilà, donc il y a le tâtonnement, et je trouve que cette vignette clinique, elle est intéressante pour justifier un peu notre idée qu'il faut quand même les accompagner sur un minimum pour qu'ils puissent dire quelque chose quand on leur pose une question sur eux-mêmes. Voilà, parce que surtout que ces questions, c'est ce que je leur dis, c'est pas forcément des attaques, les questions. Voilà, ça peut être aussi une manière de se faire des copains. Avoir une différence visible, ça peut être un aspirateur à copains. Voilà, parce que finalement, ce copain-là, il va venir te voir. Peut-être si tu n'avais pas ta différence visible, il ne serait pas venu te voir. Et ça va peut-être devenir un copain. Voilà, donc savoir dire un petit peu quelque chose de soi et de son histoire, je pense que c'est quand même utile. Merci beaucoup. Il y a encore 2 questions. Moi, très rapidement, est-ce que ces enfants ont eu accès à une photo d'eux quand ils étaient petits ? Est-ce que vous avez cette notion-là ? Parce que tous les chirurgiens gardent la photo avant. Et est-ce que ça a été donné par les parents ? Est-ce que c'est, Alors, dans la recherche à 5-7 ans, justement, on a étudié par quels moyens les parents avaient expliqué la fente. Est-ce qu'ils n'avaient rien dit du tout ? Pas de photo de la naissance, pas de verbalisation. Est-ce qu'il y avait eu des verbalisations mais pas de photos ? Ou des photos sans verbalisation ? Voilà. Et on s'est aperçu que ceux qui savaient raconter leur histoire, c'est ceux qui avaient eu les photos et la verbalisation. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient jamais vu de photos, jamais de verbalisation, ils étaient incapables d'en parler. Et vice-versa, quand il y a un seul des outils qui a été utilisé, il manque quelque chose. Voilà. Mais en effet, il y a ceux pour lesquels ça a été le plus traumatique, il n'y a pas de photos. Les photos, elles ont été perdues, elles sont... Christophe ? Oui, merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Une de mes étudiantes de doc a fait des entrevues comme ça avec des personnes adultes qui avaient été soignées pour des fentes la biopalatine, je pense. Et un des aspects qui est ressorti, moi qui m'a frappé, c'était que ces personnes se sont rendues compte de leurs différences dans la salle d'attente à l'hôpital, en regardant les autres personnes autour d'elles et se disant « Ah, ben moi, je fais partie d'un monde à part où les différences visuelles sont assez importantes. » Ça m'avait surpris et un peu frappé, oui, disons. Et deuxième question, c'était... Voilà, c'était un commentaire, mais la question, c'était si les parents ont une perception, dans les entrevues, ont une perception différente de l'expérience de clinique ou de vie, comment vous allez faire pour analyser ça ? Est-ce que vous allez revenir, faire des entrevues avec les uns et les autres ? J'imagine que les parents peuvent le voir
de manière plus grave, peut-être avoir vécu douloureusement ou avoir une impression que leur enfant a vécu très douloureusement quelque chose qui n'a peut-être pas été vécu douloureusement ou vice-versa. Comment est-ce que vous allez analyser cette différence de perspective entre les parents et les enfants? Comment vous allez réconcilier ça? Est-ce que vous allez faire des analyses séparées, parents, analyse enfants, ou est-ce que vous allez faire des analyses qualitatives où vous mélangez les deux, ou du moins une analyse familiale, par exemple? Comment est-ce que vous allez gérer ça? Alors, dans la recherche à 5-7 ans, il y avait un entretien avec les parents et l'enfant, et un entretien avec l'enfant tout seul. Voilà. Là, la recherche à 12-13 ans, je les vois que eux tout seuls, et il y a les questionnaires parentaux, mais je ne vois pas les parents en entretien. Mais après la recherche, la semaine dernière, justement, j'ai un papa qui m'a dit « Ah, mais vous savez, je pense qu'on n'a pas assez parlé. Je me suis aperçue qu'on n'a pas assez parlé. » Voilà, donc la recherche, elle fait aussi réémerger des choses et je vais les revoir, voilà, dans ma pratique de clinicienne. Mais voilà, les parents, ils réfléchissent aussi, même s'ils ne sont pas dans l'entretien de recherche en même temps. Merci beaucoup, Pascal. On aimerait avoir des personnes comme vous dans les réseaux rares, ce qui sont plus rares. Parce que nos petits patients avec des oligodonties ont des questions qui sont similaires. Mais comme on n'est pas dans des gros hôpitaux pédiatriques, c'est des choses qui sont un peu disséminées dans le territoire. Et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse dans le réseau rare aussi. On vous demandera de nous aider.